suis un néophyte, mais j'aimerais poser une question. Une question pour moi qui est fondamentale, puisque c'est la question de la rue. Je reviens aux archives. Pour quelle raison on ne donne pas accès à toutes les archives, notamment des archives qui concerneraient des dirigeants algériens qui sont actuellement donc au pouvoir? On a l'impression qu'il y a une sorte de chantage qui est exercé contre eux. Et puis bon, ça fait les beaux jours de certains pays, voilà, qui ne sont jamais partis. Hein. Alors c'est monsieur ici architecte, et voilà donc moi depuis le Hirak, on a vu des choses, on a eu un problème dans le Hirak, l'échec du Hirak. Enfin, moi j'aime pas le mot Hirak parce que s'il y a beaucoup de choses, Harak, la Harka, Harki, etc. Moi j'appelle ça la révolution pacifique, et je sais pourquoi je parle. Pour la simple raison, c'est que on avait besoin de ce qu'on appelle l'éducation populaire. C'est conscientiser le citoyen, lui faire comprendre ce que c'est des concepts. Dire Dawla Madaniya Macha Askari, c'est-à-dire un état civil et pas militaire, ça ne veut rien dire. Itnahaouga, ça ne veut rien dire. C'est bien comme slogan de stade, mais ça veut dire le travail sur le long terme, c'est un souci. C'est comme ici, quand on parle du panarabisme, quand on parle de l'islamisme, quand tout à l'heure vous avez dit l'Algérie, quand on parle de l'Afrique du Nord et du Maghreb, c'est pas le même cadre. Quand on parle du panarabisme, le panarabisme est lié à la religion de l'islam. C'est complètement complexe, c'est très complexe. Et il y a une chose qui m'a un peu étonné dans ce que j'ai entendu. La loi sur l'indigénat, les codes de la famille, tout ce qui a suivi derrière, moi je m'attache beaucoup. Quand on voit aujourd'hui la situation frontière ouest, on parle de la Palestine, on parle de conflit maroco-algérien, qui est le Sahara occidental, et c'est pas nouveau, ce qui se passe entre l'Algérie, ce qui est devenu aujourd'hui l'Algérie et le Royaume du Maroc. La question Israël, c'est très important. Pourquoi? Ça nous renvoie des crémieux. Parce que nous, ce qui m'étonne, on parle des pieds noirs, oui, et la communauté israélite, la communauté juive d'Algérie. Quand on parle des crémieux, j'aimerais bien dire, est-ce que toute la communauté juive a été francisée? Non. Tout le Sud, non. Moi, j'ai vécu à Alger, j'ai grandi à Alger, j'ai étudié en Algérie. J'ai grandi devant une église. On a côtoyé. Vous voyez, c'est toutes ces thématiques-là qu'on devrait pousser. Et ce qui m'a un peu intéressé un petit peu dans le débat, même si je suis architecte, c'est la question du patrimoine. C'est très important. Parce qu'il y a une histoire qui a été mise de bord. Un peuple à qui on n'a pas enseigné Saint-Augustin, à qui on n'a pas enseigné Dehia, on n'a pas enseigné qui c'est Afoulay, qui c'est l'université de Ndarouch, c'est quoi Massinissa, c'est quoi Jugurtha. Par exemple, la question de Boumedienne. Boumedienne, c'est un kabyle de mère et de père. Ça renvoie à une certaine pertinence pour expliquer des choses qui se sont passées à ce jour. Il y a autre chose et j'arrête. Et je vais arrêter. Oui, merci. C'est que il y a eu Giscard d'Estaing, le président Giscard d'Estaing est venu en Algérie en 1975. Il a dit on déchire la page. Boumedienne lui a dit non. Et de là, beaucoup de problèmes se sont... C'est-à-dire un millefeuille, on a remis un autre millefeuille, on se retrouve 50 ans après. Voilà. Voilà, je veux parler d'avenir. Je vois aujourd'hui un rôle dans l'histoire pour le peuple algérien, pour ceux qui aiment l'Algérie et pour l'Algérie elle-même. Un rôle dans l'histoire extraordinaire qui pourrait se dessiner. Il y a un monde menacé de guerre dans lequel nous vivons, et un système transatlantique, financier occidental, qui est en train de s'effondrer et de détruire tout. L'Algérie aura un rôle à jouer dans cela au moment où elle vient de se joindre aux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et lorsque ce rôle, moi je le vois par rapport à ce que j'avais vu à Alger en juillet 1969, quand j'y étais, où il y avait tous les peuples du monde qui étaient réunis. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a la réunion à Bali du G20. L'Algérie devrait mettre toute cette pression et mettre la France en particulier sous pression pour qu'on amène une solution de justice pour tous les peuples du monde. Et c'est le moment où il y a la nécessité de stabilité et de développement mutuel, qui est tout ce mouvement qu'il y avait latent, qui ne s'est jamais vraiment manifesté dans les années 60 au moment de l'indépendance, maintenant
profondément, je pense, et tout ce qui a été dit aujourd'hui me donne ce sentiment que c'est là, il y a une chance à saisir. Je voulais vous dire ça, je voulais avoir votre avis sur ça. Merci Jacques, merci pour l'intervention. Raphaël Berland, journaliste. Donc c'est une période que je connais assez mal, c'est la fameuse décennie noire. Puisqu'on parle d'indépendance, est-ce qu'il y a eu des ingérences étrangères? Ça n'a pas, je crois, pas beaucoup été évoqué dans cette décennie-là. En tout cas, je veux dire dans cette conférence. Je m'étais un petit peu renseigné par rapport à la Tunisie sur le sort qui avait été réservé à certains terroristes d'Ennahda qui avaient commis des attentats dans les années 80 en Tunisie et qui étaient réfugiés en France alors qu'ils étaient recherchés par Interpol avec notice rouge, donc le plus haut degré de recherche. Et le logo d'Interpol étant à Lyon à l'époque. Il paraissait étrange que certains de ces terroristes soient réfugiés à Paris, puissent aller à des manifestations à Cachan, enfin la manifestation à Paris et les conférences à Cachan. Est-ce qu'il y a eu la même chose pour le terrorisme en Algérie? Je soupçonne que oui. Est-ce qu'il y a des pays qui se sont ingérés? Peut-être la France et les États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être les pays qui ont envoyé des prêcheurs wahhabites, je pense en particulier à l'Arabie Saoudite et au Qatar, qui ont dans plein d'endroits été aussi la sous-main des Occidentaux. Est-ce que, donc, si vous pouvez me répondre simplement à ça sur la décennie noire et les ingérences étrangères en Algérie? Pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé, bien sûr, on a évoqué les causes internes, locales pour cette décennie noire, donc 88, puis l'arrêt du processus électoral, la montée du parti dit le Front islamique du salut, le FIS, qui venait d'être créé d'ailleurs, s'inscrit aussi dans une évolution géopolitique. Je reprends d'abord la révolution islamique des 79 qui a inspiré déjà des mouvements, le MIA, voilà, le MIA, donc qui ont commencé à commettre déjà c'était des sabotages, des actes de sabotage, comment? Oui, voilà, exactement. Donc par la suite, qu'est-ce qui a intervenu rapidement? Il y a à la fois la montée en puissance du pétrodollar, des monarchies du Golfe, et qui ont donc acquis les moyens de soutenir une diplomatie religieuse avec le wahhabisme et donc les salafistes contre les salafistes dans la région. Mais en même temps, côté algérien, cette volonté de s'ouvrir un peu, de sortir un peu du bloc, de l'influence du bloc soviétique sous Chadli, était aussi, donc avec cette volonté, on a en quelque sorte ouvert les portes avec des partenariats avec ces pays. Côté américain, oui, en cette période des années 90, il y a eu cette volonté déjà avant le printemps arabe de mettre sur la table cette carte des islamistes au pouvoir. Pourquoi pas des islamistes au pouvoir? On voulait trouver cette alternative à des régimes, bien sûr, attention, à des régimes pro-soviétiques pendant la guerre froide, donc avec la chute de l'Union soviétique. Donc pour les États-Unis, c'était une carte à jouer avec les islamistes pour, en quelque sorte, casser tout ce qui est resté de l'élite, d'ailleurs, de l'élite communiste, ou qui s'inspirait en tout cas des idéaux pro-Union soviétique, ou issus du bloc de la guerre froide. Pour revenir à ça, bien sûr, et on peut rajouter également la guerre d'Afghanistan. Pendant la guerre d'Afghanistan, il y a eu ce qu'on appelle le recrutement des combattants arabes. Les combattants arabes issus principalement des pays du Maghreb. Ces combattants arabes recrutés, aujourd'hui il y a des recherches faites là-dessus, il y a des archives, avec l'accord entre les renseignements américains, pakistanais et saoudiens. Les recrutements d'anciens combattants, il y a des livres publiés là-dessus. En Algérie, quelques sources, ça reste à confirmer, j'ai eu des informations sur la délivrance d'environ 2000 visas vers le Pakistan, par l'ambassade du Pakistan, en Algérie, pendant ces années 80. Donc j'imagine on ne part pas au Pakistan pour faire du tourisme à cette époque. Voilà. Donc
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi quelques chiffres. C'est vrai que c'est très délicat d'avancer des chiffres parce qu'il y a une sorte d'opacité sur cette période. On peut estimer, il y a des chiffres qui avancent jusqu'à 4000 Algériens partis. Combien sont revenus? On se souvient, ceux qui ont vécu cette période, ceux qu'on appelait à l'époque les Afghans. Donc, à la fin de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Les États-Unis et les Alliés abandonnent tout simplement tous ces groupuscules formés en Afghanistan, donc qui ont combattu la présence soviétique en Afghanistan. C'était l'époque où on combattait, au nom de l'islam, du djihad islamique, on combattait le communisme. L'abandon de ces groupes donc, a permis à ces groupes d'abord de créer des réseaux, donc des réseaux internationaux, d'où la création d'Al-Qaïda par Ben Laden en Afghanistan, mais ensuite le retour, ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit en Europe aujourd'hui, ce qu'on appelait les revenants de la Syrie, les jeunes Européens, voire Français qui sont partis en Syrie, l'Algérie l'a vécu en cette période. Donc le retour de plusieurs centaines, je dirais même quelques milliers de combattants venus d'Afghanistan avec quelques années d'expérience dans la guérilla, etc. Ils reviennent en Algérie avec cette idée, bien sûr, de poursuivre leur lutte contre ce qu'ils appelaient donc les pouvoirs impies, pro-occidentaux, etc. Donc, bien sûr, ils ont trouvé un terrain propice parce qu'avec avec la création du FIS, donc un parti reconnu par l'État, un parti islamiste reconnu par l'État, donc ils ont pu se diluer en quelque sorte dans les mouvements islamistes. Je rappelle, avant l'arrêt du processus électoral, c'est pour ça que la question de causalité entre l'arrêt du processus électoral et le terrorisme, ce n'est pas pour dédouaner la responsabilité des dirigeants algériens, mais pour dire que c'est un phénomène très complexe. Il y a eu des attentats avant l'arrêt du processus électoral. 7 militaires égorgés dans une caserne en 91. Il y a eu des agressions, notamment envers des femmes, donc pour revenir à cette question. Pendant les élections municipales et législatives, il y a eu un coup de force. D'ailleurs, on a interdit à des populations de voter, on a trucage ou bourrage d'urnes par les islamistes. Donc tout cela a contribué. À l'intérieur aussi, la crise interne aussi a contribué à cela, parce que je crois que c'était Rosalie qui avait reconnu cela. Disons, on a laissé monter le FIS parce que c'était en quelque sorte d'un point de vue pragmatique pour casser, donc toujours dans cette perspective de jeu de clans et autres. Donc oui, il y a à la fois des facteurs internes, économiques, sociaux et autres, mais aussi géopolitiques, donc externes, la guerre d'Afghanistan, le rôle joué directement ou indirectement par certains États, oui, et le départ de ces Algériens revenus. Oui, puis rappelez déjà que même dans les années 80, il y avait les maquis de Ben Bouali, déjà 83, 86, déjà il y avait déjà même dans les universités, à Beufzoir, etc. Les filles étaient agressées, etc. Donc 83 déjà. Il y a eu ça. Et l'Algérie est devenue un terrain pour toutes les organisations, tous les pays qui alimentaient les organisations terroristes. Et l'Iran était très important, parce qu'on se rappelle quand même qu'il y avait Belhadj et Madani. Madani était considéré comme un jazairiste, c'est-à-dire un islamiste nationaliste algérien, et Belhadj était considéré comme un salafiste. Et donc il y avait en Algérie toutes les obédiences, un peu toutes les mouvances terroristes qui s'infiltraient, et tous les pays qui finançaient les organisations terroristes étaient d'une façon ou d'une autre présents dans le terrorisme en Algérie. Donc voilà. On vous laisse, on continue à prendre des questions. Je vais répondre à monsieur Cheminade. Bonjour. Oui, je comprends ce que vous dites. L'Algérie, sur la diplomatie internationale, a toujours eu une diplomatie équilibrée. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'atouts côté chinois, côté russe, énormément d'atouts pour l'avenir côté africain. Elle a des relations aussi correctes avec les États-Unis,
et des relations serrées aussi avec l'Europe, malgré les dernières tensions avec l'Espagne. Mais l'Algérie, on peut la considérer comme un géant au pied d'argile. Au pied d'argile, c'est-à-dire c'est la politique intérieure qui est encore vraiment faible, et tant que l'Algérie ne fait pas corps avec l'ensemble de la société, tant que l'État n'arrive pas à résoudre les problèmes intérieurs, honnêtement, je la vois très très mal se positionner sur des enjeux internationaux, malgré qu'elle a toujours été excellente en politique extérieure. Voilà. C'est pour ça, excusez-moi, que j'ai adressé ce que j'ai dit au peuple algérien d'abord. Bien sûr, bien sûr. Et au mouvement de l'Irak, qui doit s'élever pour réussir. Avant de laisser la parole au président, à M. Ali Razdbin, que je remercie encore pour son concours et pour la confiance qu'il nous a faite pour l'organisation de ce bel événement. 60 ans d'un État, c'est peu, mais 60 ans d'une nation, c'est beaucoup. Pardon, c'est l'inverse. 60 ans d'une nation, c'est très très peu. Voilà. Et je tiens aussi à remercier tous les intervenants de haute qualité, que tout un chacun m'excuse si j'ai été à un moment ou à un autre un petit peu où ma parole a un petit peu dévié sur d'autres sujets, mais en tout cas je vous remercie, et je tiens aussi à saluer tous nos frères français qui nous écoutent via les réseaux, tous nos frères algériens aussi en Algérie qui fêtent le 60e anniversaire de l'indépendance, que nous sommes de tout cœur avec eux. Et je vous remercie tous et toutes. Merci. Le peuple a une identité culturelle. Depuis maintenant très longtemps, ça a été divergent. Est-ce que ce 60e anniversaire va se faire se converger ces deux identités? Est-ce que ce peuple va construire une réelle identité politique, donc à savoir la démocratie? Ce 60e anniversaire, c'est l'idée de la souveraineté et la reprise du message au monde de la révolution algérienne. Un message assez fort et tranquille. Est-ce que l'Algérie sera assez forte pour regarder son histoire, son patrimoine, et construire une société apaisée du point de vue de son identité, d'une démocratie à construire? Donc ce sera, à mon avis, je veux dire, la conclusion, en tout cas, l'esprit de ce qui nous a animés. On est tous, bien sûr, plein d'allant et plein de célébrations pour cette journée. On souhaite à tout le peuple algérien une belle journée, ou Tahiyat Jazaïr. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous d'être venus à cette conférence qui, j'espère, vous aura intéressé et sera suivi d'autres prolongements de rencontres et de débats. En tout cas, c'est de ce genre d'événements que naissent l'amitié, la confrontation. La France et l'Algérie sont amenés à rester dans un futur commun. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est de construire ces passerelles, de construire tous ces échanges et d'être, voilà, de façon très pacifiée, très paisible, d'œuvrer pour la paix et pour le dialogue entre les peuples. Monsieur Ali Hassani, merci mille fois de nous avoir accueillis, comme le disait Yazid à l'instant. C'était un moment extraordinaire. Vous nous avez accueillis, c'est un partenariat que nous avons construit avec vous, avec Beurre FM. C'était vraiment un très bel événement. Merci. Et je vous laisse à vous le mot de conclusion. Merci beaucoup. Merci bien. Comme vous avez entendu, les conclusions ont été faites par nos partenaires. Dans ce cas-là, en ce qui me concerne, je vous remercie de votre présence. Je remercie les intervenants, les enseignants, les professeurs, les scientifiques, les personnalités qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur le sujet. Et pour votre information, l'intervention aujourd'hui
il y avait presque 4h30, sera en ligne toute l'intervention, complet même les débats, sur notre site à partir de après-demain. Et en ce qui concerne la publication, la géostratégique 58, qui était consacrée à l'Algérie, il pourra éventuellement, la livraison, ça peut être pour 20 juillet, dans 15 jours éventuellement. Et nous sommes toujours à votre disposition. Nous espérons, je ne dis pas l'année prochaine, mais de nouvelles conférences sur l'Algérie qu'on peut organiser avec les étudiants algériens qui viennent de l'Académie de géopolitique d'Algérie. Et ça, c'est un espoir. De toute façon, pour les scientifiques et pour les chercheurs universitaires, l'espoir, c'est quelque chose de très coûteux. Et je vous remercie encore de votre présence et nous espérons que vous revoir bientôt. Notre prochaine conférence, éventuellement, ce sera presque fin juillet concernant des sanctions en général, les sanctions ultra-territoriales. Voilà, je vous remercie de votre présence et encore merci des partenariats très solides et très patients. Merci.